Bonjour, Monsieur le Président. 35, Faubourg du Lac. Non, Faubourg de l'Hôpital, Faubourg de l'Hôpital. qui est une rue parallèle au Faubourg du Lac, ce qui entraîne beaucoup de confusion. Il y a longtemps, est-ce que le lac venait jusqu'ici? Oui, oui. Dans le courant du 19e siècle, il y a eu une opération d'abaissement des eaux du Jura et le lac s'est retiré. En asséchant certains pilotis, entre autres ceux qui supportent la bibliothèque universitaire, qui risquent un jour de s'effondrer, puisqu'ils ne sont plus dans l'humidité. Enfin, ici, il n'y a pas de problème, la maison a été construite vers 1930 sur le roc comme l'église de Jésus-Christ. Et quel roc? C'est pas ce qu'on appelle la pierre d'Autrive, cette pierre jaune Mais typique de nos... certainement pas, non, c'est sans doute un calcaire, mais je ne connais pas la couleur de ce rocher. Il doit être gris. Vu d'ici, il y a un panorama absolument superbe qui s'ouvre devant nos yeux. Oui. Est-ce que vous connaissez le nom de ces montagnes que vous voyez tous les matins là? Dans ce domaine, je suis plutôt un cancre, mais entre ma femme et moi, nous arrivons quand même à en nommer quelques-unes. À l'est, Eiger, Munch et Jungfrau, que tu ne peux pas voir du fauteuil où tu es, que vous ne pouvez pas voir du fauteuil où vous êtes. Et puis les Alpes vaudoises valaisannes, là dans du Midi, et il arrive qu'on entrevoie le Mont Blanc, au loin. Certains jours, hein. Ouais. En tout cas, je vois qu'ici, on est en ligne droite sur ce qu'on appelle les montagnes de la Haute-Gruyère. Ah oui, alors, le Et, Molaison et tout ça. alors, le Molaison, il est un petit peu à droite, mais il y a surtout les deux pointes là, bien visibles, qu'on appelle Branlaire et Folieran. Parfaitement. Voilà, elles sont à gauche du Vanille Noir. Mais voyez comme vous êtes plus instruit que moi, je n'aurais pas su les nommer. Eh bien maintenant, vous saurez les nommer, elles sont juste là. La dent de branleur, mais bien Ouais, sûr. ouais. C'est la question philosophico-métaphysique piège par excellence. Il est évident que s'il y avait une réponse à cette question, il y a très longtemps qu'on l'aurait donnée. Socrate, Aristote auraient répondu. Personne n'a jamais pu répondre à cette question. Il me semble qu'on peut faire tout un tas de réponses. On peut d'abord s'intéresser à l'histoire de l'univers depuis le Big Bang et se demander pourquoi, à un moment donné, si le mot moment peut être employé là, le système solaire s'est créé, je ne dis pas a été créé, s'est créé, s'est trouvé créé, et parmi les planètes, notre Terre est l'espèce humaine prospérant sur cette Terre. Mais est-ce que c'est le fruit d'une volonté? Les religions tendent à nous le faire croire. Dieu aurait créé l'univers entier avec le système solaire et la Terre. Et c'est la réponse que donne l'Ancien Testament, que donne le Pentateuque dans la Genèse. Mais on peut naturellement se raconter qu'un esprit a présidé à l'organisation de toutes ces galaxies et donc à la création du monde. On peut se raconter ça, on peut faire un bout de chemin avec les rabbins, avec les curés, avec les pasteurs, mais personnellement, je trouve que c'est plutôt un amusement de l'esprit que quelque chose de bien sérieux. Toutefois, la question reste posée,
est-ce que vraiment le seul hasard a suffi à créer un univers aussi bien réglé que la plus fine des horloges, ou est-ce que c'est quand même le résultat de l'exercice d'une certaine volonté qu'on appelle Dieu? Moi, je termine cette phrase par un gros point d'interrogation. Je ne dis ni oui ni non, je ne sais pas. Encore une question philosophico-théologico-métaphysique piège. Alors, je pourrais naturellement vous réciter la réponse des églises, de l'église juive, de l'église catholique, de l'église protestante. Mais je ne leur fais pas crédit. D'abord, je me demande si vraiment le mal domine le bien. Je constate que dans le monde dans lequel nous vivons, il y a une énorme quantité de ce qu'on peut appeler le bien. Dans un certain nombre de régions, dont la nôtre, les êtres humains mangent à leur faim, leurs besoins essentiels sont satisfaits, une certaine forme d'amour, ou en tout cas d'amitié, règne entre les gens, c'est ce qu'on peut appeler le bien. Et dans ce monde du bien s'introduit du mal, à commencer par la souffrance, la maladie et finalement la mort. Il y a d'autres régions de la Terre où le mal domine. Alors est-ce qu'il faut généraliser comme vous le faites pour demander pourquoi le mal l'emporte sur le bien? Il ne l'emporte pas partout sur le bien. Et il faudrait commencer par bien définir et le mal et le bien, ce que nous n'avons pas fait. Je n'irai pas plus loin. Vous ne voulez pas essayer de définir? Non, je crois que j'ai résumé ce que je suis capable de penser. Ce serait très artificiel d'aller plus loin. Mais permettez-moi alors de déboucher ici sur mon utopie favorite. Je suis absolument optimiste en ce qui concerne l'avenir des sociétés humaines. Je suis convaincu que progressivement, nous allons nous donner des régimes qui permettront d'éradiquer totalement et définitivement la misère dans l'abondance. Alors, la misère, c'est évidemment le mal, c'est la faim, c'est les intempéries, c'est la souffrance. Dans l'abondance, parce que nous vivons, en tout cas dans nos sociétés développées, nous vivons dans l'abondance. On produit suffisamment de richesses pour satisfaire les besoins élémentaires de tous les êtres humains qui vivent sur la Terre. Or, au lieu de chercher à les vendre pour générer du profit, on pourrait chercher le moyen de les distribuer à ceux qui en ont besoin. Ce serait un énorme progrès sur le mal actuel qui est la pauvreté, la misère, le chômage, etc. Donc je crois à cette possibilité, à cet avènement d'une société de distribution des richesses. Voilà, je vous ai fait ma réponse la plus viscérale là. C'est moi qui suis censé me la poser. Oui. Que me veut-on? Alors tout dépend de l'identité du on. Si c'est ma femme, elle veut que je l'aime, elle veut que je la comprenne, elle veut que j'accepte d'être aimé et compris par elle. Si ce on est mon fils, les réponses sont à peu près les mêmes. Si ce on est, disons grosso modo, mon pays, la Suisse, mon pays veut que je donne ce que je suis capable de donner, et comme il se trouve que je suis un écrivain, je me permets de supposer que mon pays désire mes livres
qu'il en a un certain besoin et que je les lui dois. Il y a un peu de naïveté, sinon d'hypocrisie là-dessous, parce que je sais bien que les livres que je publie, à part un très rare petit public, tout le monde s'en fout. Mais je pourrais imaginer ça, je pourrais imaginer que comme écrivain, je suis nécessaire à mon pays. C'est pourquoi tout ce que j'écris depuis quelques années tourne autour de l'idée que j'ai émise tout à l'heure, de la possibilité de supprimer la misère dans l'abondance. Et je pense que si mes livres contribuent à l'avènement de cette société, j'aurais donné une bonne réponse à la question « Que me veut-on » On veut de moi que ma littérature soit utile. Et alors voici ce que je répondrai, si ça vous suffit. C'est une lecture que je prends dans un de mes romans qui s'intitule « Dans le cerveau du monstre ». Il est question du fils d'un banquier genevois qui, dans un internat où il fait ses études, rencontre un garçon nommé Laocoon qui vient d'un pays très sous-développé qui s'appelle l'Euribé. Et peu à peu, et Laocoon et mon personnage, fils du banquier, découvriront quel est le rôle joué par les banques suisses, en particulier celle qui appartient à sa famille, qui s'appelle la société de banque Tell, comme Guillaume Tell, quel rôle jouent nos banques suisses dans l'exploitation des ressources du tiers-monde. Et alors, Paul Souverain va se convertir et il va décider de porter remède à cette injustice par amitié pour ce jeune Laocoon. Comment il s'y prendra, je n'ai pas le temps de le raconter. Alors nous sommes ici au début du livre, Laocoon et Paul vivent dans le même internat, et voici de quoi il est question. Un soir, dans sa chambre de notre internat, j'avais trouvé mon ami Laocoon en train d'écrire une lettre. La musique sortant de son magnétophone n'avait de ressemblance avec aucune de celles que je connais. La plénitude de la mélodie que chante le chœur des femmes m'avait rempli d'un soudain bonheur. La chanteuse, dont la voix dominait celle des autres, âpre et chaleureuse, avait répété le refrain avec une véhémence passionnée. Le chœur enveloppait son chant d'une mélopée continue que n'interrompait aucun intervalle de silence. J'ai demandé à Laocoon d'où vient cette musique. C'est le folklore de l'Euribé. Les voix si belles de ces femmes ne sont pas travaillées au sens où on l'entend en Europe. Elles chantent avec leur âme, m'a-t-il dit. Comme si cette spontanéité suffisait à expliquer le pouvoir d'une musique aussi poignante. Le chœur dont j'avais entendu la fin s'intitule « Le chant des maigres moissons ». Gesù Giuseppe Maria, ecco l'ultimo momento, ricogliete l'armonia e poi condurla a salvamento. Voglio prima confessarmi da fedele buon cristiano, Gesù pronto